le marché international. Donc voilà, le besoin est là. Aujourd'hui, on va pas se pencher sur un aspect, ou en tout cas sur un levier extrêmement essentiel qui est celui du financement de ce besoin. Aujourd'hui, il est clair que le gap est important, mais quels sont les outils, en tout cas les nouvelles solutions qu'apportent, que ce soit les États, que ce soit les acteurs financiers privés, que ce soit les acteurs financiers multilatéraux, quels sont ces outils ou ces nouvelles solutions qu'on a tendance, en tout cas, à voir sur le continent ou à avoir en énergie qui pourront justement servir sur lesquels on peut capitaliser pour servir de facteurs de solutions à ce gap infrastructurel. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur l'introduction, elle a été très, très bien faite déjà par Houda. Je vais peut-être tout de suite rentrer dans le vif du sujet en me tournant vers Mehdi. Mehdi, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire si on peut avoir une vision un peu plus élargie, en tout cas de la question des infrastructures de transport en Afrique? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en termes de caractéristiques phares de ce secteur? Alors, vous êtes Oui. OK. Est-ce que Safal, tu veux que je présente quelques statistiques déjà pour vous Ce donner un serait peu bien, l'explication? Ok. justement, pour qu'on Vous puisse voyez, c'est justement avoir, important. Cadrons le débat ou soyons très concrets et essayons de donner pour quelques remettre les choses chiffres. dans leur contexte, voilà, et Voilà, partager un peu quelques statistiques exactement. sur Vous me les dites infrastructures. si vous avez l'image. On vous suit. Vous avez l'image, c'est bon? Voilà. Super, magnifique. Ben, écoutez, OK. merci en tout cas pour l'invitation et de participer à ce panel, hein. Je vais essayer de faire court. En tout cas, on travaille en fait annuellement à faire un recensement qui se veut le plus exhaustif possible sur tous les chantiers d'infrastructures qui sont en cours sur le continent. Et donc, donc ça porte sur l'intégralité des classes d'actifs, en tout cas les plus communes, hein, qui définissent ces infrastructures. Donc, l'énergie, naturellement, hein, électricité, le transport maritime et port, l'immobilier, l'eau et l'assainissement, le pétrole et gaz, la santé, le développement social, donc bibliothèque, palais justice, mon Ouais. pénitencier, j'oublie à chaque fois le nom, l'éducation et également tout ce qui est minier. Et lorsqu'on est finalement par rapport à ces montants-là, donc, les chiffres qui évidemment vont faire le recensement. Alors, on n'a pas encore la nouvelle édition à date, mais le recensement donne 385 projets d'une valeur totale de près de 400 milliards de dollars en 2020. Et on a des dynamiques qui sont relativement équilibrées à travers le continent, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, l'Afrique de l'Est est en pole position avec 108 projets, près de 30% effectivement après de l'investissement. L'Afrique australe suit un petit peu et on a l'Afrique de l'Ouest qui arrive en troisième. Et l'Afrique du Nord a connu un petit retrait sur la dernière phase, mais avec un très fort rattrapage sur la période la plus courte, avec le retour de l'Égypte, avec un certain nombre de méga projets qui lui permettent finalement de faire que l'Afrique du Nord n'a pas trop décroché en termes de volume et de valeur de projet. Rapidement, en termes de secteur, c'est ce que tu citais il y a quelques Justement. instants, le transport, effectivement, figure en excellente voie, en tout cas, en pole position finalement en nombre de projets, puisque près de 42% finalement des projets d'infrastructure portent sur les transports, hein, selon les différentes typologies. Et on a l'énergie, l'électricité qui porte en deux. Et l'immobilier, dans on va dire son acception large, pèse à peu près 19% et suivi directement par l'eau. Mais ça vous donne un petit peu une idée du focus. Et c'est globalement, alors après, certainement parce qu'il y a des composantes de valeur et sur notamment les chantiers d'immobilier qui viennent à polluer, mais on Ouais. retrouve un peu ce triptyque-là d'immobilier, d'énergie et d'électricité et de transport. L'énergie, naturellement, parce qu'il y a un certain nombre de projets, notamment tout ce qui est champs solaires et champs éoliens, ou même de centrales thermiques, implique, on va dire, des très, très gros investissements, mais qui peuvent être concentrés en nombre, je dirais, sur un certain nombre de projets plus restreints. Donc, et bon, on reviendra sur. Alors, tu posais la question sur le financement. Alors, ça fera le lien probablement avec Oui, la question que tu poseras à d'autres oui. on va dire des convives ou cas des participants de ton panel. Ce que nous observons, c'est qu'on est quand même majoritairement en Afrique aujourd'hui dans des projets, et c'est un petit peu une logique, hein, qui est un peu liée à la contrainte du financement, mais on est quand même à plus de 75% par de projets publics. Donc, si on agrège un peu les consortiums qui peuvent être publics, privés et autres, on est quasiment à près de 80%. Donc, on est quand même aujourd'hui dans un tropisme, et j'imagine que c'est l'un des thèmes qu'on va aborder, Oui. où historiquement, pour un certain nombre de raisons un peu séculaires, on est principalement sur des dépenses d'infrastructures qui sont portées, on va dire, par le secteur public, ce qui est un peu logique. Un financement, lui, à contrario, qui est, on va dire, un peu plus disparate, avec une part
assez important de la part des institutions de développement, qu'elles soient régionales ou internationales, et les États qui pèsent à peu près à hauteur d'un tiers, hein, de manière directe, mais aussi un certain nombre on va dire, de géographies ou pour des Ouais, considérations géopolitiques comme la ouais, Chine ou autres qui jouent un petit peu un rôle. Et après, on a donc une séquence sur la construction, parce que c'est un peu l'objet de l'étude, qui ouais. démontre un petit peu quelle peut être la nationalité des sociétés de construction qui ont été en mesure de réaliser ces projets d'infrastructure. Voilà un Alors, petit peu pour oui. cerner le débat. Oui, c'est excellent, c'est excellent. Alors, Charles-Henri, moi j'ai envie justement de m'arrêter sur ce point-là, c'est extrêmement important. Quasiment plus de la moitié des financements sont en capitaux publics, en tout cas semi-publics. Est-ce que cette tendance est peut-être viable à long terme? Parce qu'on sait aujourd'hui que on connaît la crise, hein, qu'on est en train tous de traverser un peu plus. Les budgets sont un peu dans les esprits de restriction. Là encore, on parle des budgets publics, sont dans les esprits de restriction au maximum. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une viabilité, cette option de faire tout le temps, de financer en tout cas le déficit infrastructurel par les capitaux publics? Oui, en effet, ces statistiques sont très intéressantes parce que pour moi, on voit une contradiction très forte. En effet, on voit que à peu près 80% de ces infrastructures sont portées par le public, sont portées par les États, Mm. qui s'endettent pour les financer, hein, qui s'endettent auprès de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement, de Absolument, ce qu'on avec toutes appelle les... les DFIs, et puis qui s'endettent auprès de la Chine. On voit 30% de financement chinois, dire donc, et donc ça peut paraître sans douleur ces Oui, financements, mais en fait c'est l'avenir qui est en jeu, et les États sont de plus en plus endettés. oui. Et En plus donc, de la dette Covid, en plus de la dette Covid, c'est-à-dire il y avait déjà une tendance au l'endettement oui, très marquée. Aujourd'hui, il y a la dette Covid qui se rajoute. Donc, voilà, on est... voilà, donc, pour moi, l'avenir, ce serait au contraire de recourir au financement privé, de recourir au partenariat public-privé, au PPP. Pour moi, c'est l'avenir. Alors, je dis pas ça uniquement parce que c'est ce que je fais. Bah, mon métier, Oui, c'est de financer des PPP, hein, oui, investir en fonds propres dans des infrastructures en Afrique. C'est ce qu'on fait avec STOA. Mais je pense qu'il y a une contradiction aujourd'hui entre le fait que les États sont de plus en plus endettés et que 80% de ces infrastructures sont portées par les États. oui. Donc, je pense qu'il y a un bel avenir, en tous les cas, pour les PPP en Afrique, et on verra pourquoi ça ne se développe pas aussi bien que ça devrait se développer, me Oui, semble-t-il. oui. Il y a des Alors, on s'arrêtera sur le obstacles, modèle de Stoa parasites. tout à l'heure, juste pour prendre rapidement l'avis, en tout cas l'impression d'Iskander sur ces chiffres-là. Voilà, est-ce qu'on est un peu dans ces dynamiques-là est-ce que ces dynamiques sont soutenables, Iskander, d'après vous, pour pouvoir, est-ce que l'État continuera à jouer un rôle de pure player, financeur des infrastructures, en tout cas de ces gaps qu'on reconnaît sur le continent? Oui, merci Safal. Mais effectivement, traditionnellement, les États ont couvert les besoins ou ont en tout cas été présents pour financer les projets en direct. Ça a été la solution traditionnelle et on voit Ouais. encore aujourd'hui la difficulté parfois à faire émerger des schémas de PPP qui impliquent beaucoup de négociations, qui impliquent un cadre institutionnel, qui implique de négocier tout un certain nombre de clauses pour trouver un juste équilibre entre les intérêts de la puissance publique et puis la nécessité quand même de sécuriser les investisseurs et de leur apporter de la visibilité sur les revenus et puis un retour sur investissement qui soit Ouais. décent. Et on se retrouve dans beaucoup de projets, hein, pour les projets que Proparco suit, sur des projets au long cours. On parle souvent d'années, non pas de négociation, mais simplement de structuration, d'émissions d'appels d'offres qui sont parfois infructueux, qui sont repackagés, qui sont révisés, et on est sur des projets au long cours. Donc on voit la difficulté en fait du PPP, et sur un certain nombre de projets encore récemment, des schémas qui avaient été envisagés en PPP sont on va dire, repackagés en schémas publics qui ont le mérite de la simplicité, mais qui Mm, effectivement posent la vraie question du poids sur les finances publiques des États. mm. Donc je pense qu'il y a quand même cet effort à faire et à persévérer en fait dans la promotion d'un schéma de PPP. Alors c'est compliqué, il y a un certain nombre de requis
en termes de préparation, de structuration, avoir les bonnes équipes pour le faire, trouver un équilibre entre intérêt public et privé, mais ça reste un schéma qui nous semble pertinent justement pour alléger le poids sur les finances publiques et puis aussi amplifier tout un mouvement et un besoin massif d'investissement d'infrastructures en Afrique dans les prochaines années. C'est essentiel le prérequis. Alors, et Yacouba, aujourd'hui, vous êtes au niveau d'un cabinet d'affaires qui travaille énormément sur ce volet-là. Les prérequis, ils sont essentiels, ça va de soi, que ce soit dans la préparation des projets, de la maturité des projets, que dans les compétences, comme vient de l'aborder, de l'évoquer Skander. Est-ce que ces prérequis sont… voilà, j'aimerais bien entendre votre avis sur ça. Est-ce que ces prérequis sont là aujourd'hui pour la plupart des économies africaines? Alors, votre micro est en mode mute, hein, donc si vous pouvez l'activer. C'est mieux? Là, ça passe. Non, mais voilà, ok. Beaucoup de PPP, c'est un effet de mode. Mais voilà, au-delà de l'effet de mode, est-ce qu'on a les réels prérequis sur le continent justement pour… Alors, les prérequis ne sont pas toujours en place. Les contextes, par exemple, institutionnels, les équipes. Et puis, parfois, les études qu'il faut effectuer avant. Donc, on a sous la coupe et qui ne sont pas forcément complètes et cohérentes. Nous avons, en tout cas dans le cadre du travail que nous avons effectué sur un certain nombre de projets, nous nous sommes rendus compte que dans la notion de PPP, on avait mis un peu de tout. Et donc, il n'y avait pas un cadre législatif assez clair qui permette au secteur privé de savoir comment s'y prendre pour investir sur un certain nombre de projets d'infrastructure. Je sais que dans certains pays, notamment le Sénégal, il y a eu une réforme récente, je crois au mois de mars, qui a institué un nouveau cadre un peu plus clair et qui fait la distinction très claire au niveau des PPP. On a des PPP qui sont, on va dire, rémunérés avec l'usage actif qui est créé, donc par les usagers en payant un prix pour l'usage de l'actif. De l'autre côté, on a des PPP qui sont sous forme de commande publique, c'est-à-dire que l'État n'a pas les moyens de payer immédiatement, donc ce n'est pas forcément un marché public, mais il engage un partenaire qu'il va rémunérer sur une certaine période, ce qui aussi contribue à alléger un peu, on va dire, le poids de financement des infrastructures par les budgets publics. Donc, pour rejoindre un peu mes prédécesseurs, effectivement, la grosse problématique aussi que nous avons notée, la raison pour laquelle les budgets de l'État continuent à financer les infrastructures, c'est l'absence de ressources longues sur nos marchés subsahariens. Vous verrez que les banques commerciales en Afrique subsaharienne ne sont pas toujours en mesure de financer ces projets parce qu'elles ne disposent pas de ressources longues. Elles ont des ressources de court terme, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais n'ont pas les ressources pour financer des infrastructures dont l'amortissement nécessite 15, 20 ans ou 25 ans d'amortissement. C'est pour cette raison que vous verrez, 75-80% sont financés ou sont détenus par les États. Même quand vous allez dans la partie financement, vous verrez que peut-être le tiers est financé par les États directement, peut-être par la fiscalité ou par les recettes de mais vous avez aussi un endettement de l'État auprès de partenaires comme Copaco, comme l'AFD ou comme la Chine, hein, vous verrez. Mais de toute façon, quand on agrège tout ça, on verra que la plupart des budgets sont élaborés pour financer ces infrastructures-là. Alors, la problématique aujourd'hui, disons, l'avenir, c'est d'arriver à convaincre le secteur privé d'investir plus massivement dans les infrastructures et peut-être aussi d'organiser les marchés financiers locaux de manière à ce qu'ils puissent aussi apporter un financement à ces infrastructures. Alors, vous l'avez dit, convaincre le secteur privé à investir massivement, en tout cas de façon plus importante sur ces projets-là. Moi, j'aimerais s'en concentrer sur ces facteurs de conviction. Aujourd'hui, Merdi, est-ce qu'on peut dire que le secteur privé, encore dans le continent, d'un point de vue assez rapide, a justement cet environnement qui lui permet de arriver sur place? On parle beaucoup d'immaturité des projets, de non-préparation des projets, parfois par rapport au risque que ça inclut en termes de développement. Est-ce qu'aujourd'hui, ces facteurs-là sont prêts? En tout cas, sont prédisposés justement pour pouvoir améliorer cette implication du secteur privé? Disons que d'améliorer le secteur privé local ou international, il faut globalement être
aussi, Là, on est… faut être précis, parce qu'effectivement, le sujet des ressources, hein, et notamment des ressources longues que citait Maître Koulibaly, il est éminemment important. Il n'y a pas énormément aujourd'hui, car M. Maleko est présent en tant que fonds d'investissement d'infrastructures européen, on n'a pas, on va dire, de fonds d'investissement d'infrastructures, ou très peu, régionalement. On a la Banque mondiale, on a, j'ai la des BAD mêmes aussi. locaux que moi, on a Africa 50. Oui, mais la banque est une banque, elle ne joue pas le rôle finalement de financer l'infrastructure. Donc, on a effectivement la ressource en fonds propres, elle n'est pas effectivement énormément disponible, et on a relativement peu d'opérateurs régionaux, on va dire, qui sont suffisamment forts. Et l'une des raisons, c'est le corollaire, c'est naturellement que comme il n'y a pas eu suffisamment, on a beaucoup de constructeurs, mais on n'a pas beaucoup de constructeurs qui ont passé le cap effectivement de devenir des professionnels, on va dire, du PPP. Et donc, il y a un peu cette solution de facilité qui était citée au départ, de dire que finalement, on fait des contrats de travaux et on livre finalement en EPC un certain nombre d'infrastructures. Mais effectivement, ce cap-là, moi, en tout cas, dans les précédentes éditions de Forum africain des infrastructures, je dis qu'effectivement, ce changement de paradigme, il est également culturel, il est également politique. Il y a des cycles qui sont ce qu'ils sont. Il y a aussi un niveau finalement de step-up. Je ne suis pas un pessimiste sur l'évolution. Je pense que les efforts d'Iskander à Proparco, d'AIFC et autres font que cet accompagnement de longue haleine sur finalement la volonté de sortir des PPP, il n'est pas neutre. Il n'est pas neutre, mais on est quand même des écosystèmes aussi, en tout cas, il faut les rappeler. Après, je ne vais pas généraliser parce que les problématiques, on a des économies, tout est lié. Si on a des économies en forte croissance, avec des capacités à accueillir beaucoup d'IDE, naturellement, ces forts taux de croissance peuvent permettre la bancabilité des projets d'infrastructure. Mais donc, il ne faut jamais oublier néanmoins une chose, c'est qu'il faut être en mesure déjà de les sélectionner. Oui, c'est dans le choix des projets. Ça rejoint aussi la problématique de la préparation, en quelque sorte. Charles-Henri. Il faut avoir… Alors, Mehdi, on vous a perdu quelques secondes, mais on va justement passer rapidement la parole à Charles-Henri sur ce point-là. Oui, en effet, on a vu un certain nombre d'obstacles déjà sur le développement des PPP en Afrique. On a signalé le cadre législatif notamment. Donc, il y a des États qui sont plus ou moins avancés sur le cadre législatif pour favoriser les PPP. Il y en a d'autres qui sont moins avancés. Donc, ça, c'est… On voit la dynamique, que ce soit au Maroc, soit au Sénégal. C'est vrai qu'il y a des réformes aujourd'hui importantes qui se font sur le plan réglementaire. Juste pour confirmer. Exactement. Il y a certains États qui ont la volonté politique, puisque tout ça se fait s'il y a une volonté politique, en effet, de les développer. S'il y a une volonté politique, il y a modification du cadre législatif. Ça, c'est très important. Monsieur Koulibaly a parlé, en effet, du manque de financement bancaire long terme en monnaie locale dans la plupart des États africains. Ça, c'est en effet un handicap qui est fort. Surtout auprès des banques commerciales. Pour être plus précis. Surtout auprès des banques commerciales. Oui, des banques commerciales qui n'ont pas de financement long à proposer. Et donc, du coup, il y a des endettements qui viennent de l'extérieur avec des risques de change qui se posent. Et donc, c'est un risque supplémentaire qui se pose. Il y a des produits néanmoins on arrive maintenant à allonger la durée des prêts des banques locales en prolongeant les prêts quand ils arrivent à échéance. Donc, on arrive à prolonger jusqu'à 7-10 ans, même maintenant, des prêts locaux. Donc, ça, c'est un des nouveaux produits qui favorise les financements locaux. Je dirais que la plus grande difficulté, c'est ce qu'on appelle la bancabilité de ces projets. Voilà. Donc, on va d'ailleurs y arriver. C'est une grosse partie de notre débat tout à l'heure. Il faut arriver à dérisquer ces projets et on peut dérisquer ce type de projet avec un certain nombre de méthodes, mais la situation financière des États et je dirais la situation financière de ceux qui peuvent payer, les usagers aussi, fait qu'il est difficile de rentabiliser des projets en PPP. Voilà. Donc, c'est tout ça. C'est pour ça que la bancabilité de ces projets, il faut bien voir qu'un projet d'infrastructure transport, puisqu'on parle des transports aujourd'hui, c'est rentable intrinsèquement nulle part dans le monde. C'est-à-dire que si vous voulez financer un métro ou un
ou un tramway en France, vous allez avoir besoin de subventions publiques. Donc, il n'y a pas de raison qu'en Afrique, il n'y ait pas besoin de subventions publiques aussi pour équilibrer ces projets. Après, il y a des proportions différentes, peut-être. Alors, les proportions diffèrent, en effet, suivant la capacité financière des gens à payer le billet. C'est-à-dire, combien on peut demander à un particulier, un utilisateur pour le péage, pour le ticket. Voilà, donc c'est une difficulté. Je veux dire, quand vous avez des niveaux de vie élevés, ben, les gens sont prêts à payer plus cher pour un péage d'autoroute, par exemple. Si vous financez une autoroute ou une route à péage en Afrique, les gens ne sont pas disposés, enfin ne peuvent pas payer un tarif très élevé. Et donc, ça veut dire que, or, les coûts de construction sont pratiquement les mêmes. Donc, ça peut aussi justement nécessiter l'effort dans l'innovation, et surtout dans les modèles qu'ils vont mettre en place pour pouvoir s'adapter à ce marché-là. Vous avez parfaitement raison, mais voilà, mais on va d'ailleurs en parler sur les nouveaux outils, les nouvelles solutions sur lesquelles on peut réfléchir. J'aimerais m'arrêter sur la bancabilité, parce que c'est un point important que Charles-Henri a souligné. C'est un terme qui te parle très, très bien, la bancabilité aujourd'hui. Quel est le facteur justement qui pourrait faire en sorte que ce facteur soit en tout cas mieux pris en compte dans le financement des infrastructures de transport en Afrique? D'accord, oui, bah, la bancabilité, c'est mon métier en tant que financeur des infrastructures, bien sûr, c'est des aspects qu'on regarde. Et j'ai envie de dire, finalement, c'est transversal hein, selon les zones géographiques. On a des règles de bancabilité qui vont s'appliquer en Afrique comme elles s'appliquent dans les projets d'infrastructures de par le monde. Il peut y avoir des différences qui tiennent peut-être à un cadre voilà, institutionnel dans lequel, qui va être différent, un contexte social par exemple ou d'autres aspects. Mais fondamentalement, les critères de bancabilité qu'on va appliquer dans le financement d'une infrastructure en Afrique sera la même que dans d'autres régions. Je pense que de ce point de vue-là, alors la force d'un grand nombre, si on parle par exemple du secteur des transports, hein, sur lequel je travaille plus particulièrement, la force d'un grand nombre de projets d'infrastructures en Afrique, c'est un fort potentiel de développement et qui est avéré avec des volumes, des perspectives de volume et de trafic qui sont importantes. Sur l'aspect peut-être bancabilité intrinsèque des projets, si on parle des transports, il y a peut-être aussi un distinguo à établir entre des projets qui peuvent avoir un niveau de trafic et un niveau de tarif aussi suffisant de manière intrinsèque. Je pense par exemple au portuaire ou à l'aéroportuaire, qui ont potentiellement une soutenabilité financière intrinsèque supérieure à des projets où on va être sur des problématiques de monnaie locale, aussi de tarifs usagers, qui vont rendre les sujets de bancabilité intrinsèque plus compliqués. Je pense par exemple aux rails ou aux routes. Mais par exemple, si on regarde les projets portuaires ou aéroportuaires, avec le bémol du contexte Covid actuellement, mais on a un potentiel de développement qui fait que ces projets, en termes de volume, de toute façon, ont été et demeureront, je pense, au-delà de l'épisode Covid qu'il va falloir bien sûr digérer et analyser. Ces projets-là ont une bancabilité en termes de volume. Après, effectivement, hein, les aspects de bancabilité sont assez traditionnels. On va chercher à encadrer les risques de construction. Donc, on va structurer, alors dans le cadre de PPP, en financement de projet, on va structurer ces projets pour minimiser les risques de construction et les reporter sur le constructeur. Sur les risques d'exploitation, voilà, bien encadrer les contrats avec l'exploitant dans le cadre d'un PPP. Et puis aussi, pour ce qui est de certains aspects, effectivement, tout de même chercher le soutien de la puissance publique sur un certain nombre d'aspects. Ça peut être en termes de tarifs, avoir une visibilité sur les tarifs, en termes d'exclusivité d'une infrastructure, lui assurer un certain niveau d'exclusivité. Et effectivement, si la soutenabilité financière n'est pas suffisante, prévoir un équilibre entre voilà, l'investissement privé et puis des formes soit de subventions,
soit de paiement et de loyer en partie garantie. Et donc, tout un certain nombre d'aspects à mettre ensemble, mais de manière, voilà, enfin, des critères qui sont finalement applicables en Afrique comme ailleurs. Alors, Yacouba, rapidement, l'encadrement des contrats, surtout de la méthode de contractualiser ces projets PPP sont essentiels, je suppose. J'ai vu tout à l'heure réagir à cet aspect lorsque Ikander l'a évoqué. Dans quelle mesure, justement, il est essentiel, ce facteur? Pour revenir également sur ce qu'on pourrait entendre par bancabilité, pour nous, c'est identifier suffisamment les risques impliqués dans un projet, les mitiger et les rendre supportables ou acceptables par les banques, pour ceux qui apportent le financement. Oui. Peut-être aussi des investisseurs en fonds propres. Hein. Tout cela va concourir à ce qu'on entend par bancabilité. Donc, pour nous, d'un point de vue juridique, il faudrait aussi regarder l'aspect corporate, c'est-à-dire la société qui va porter le projet et qui sont ceux qui investissent dans cette société. Alors, on vous a perdu les banques vont demander… Yacouba, on vous a perdu. Vous pouvez juste reprendre votre phrase. Vous parlez d'un point très important là. La dette et les… Oui, on vous entend. On a juste raté une partie de votre intervention, mais vous pouvez reprendre rapidement, juste pour qu'on puisse bien suivre. On pourrait, si on veut parler de manière plus simple, c'est l'identification des risques, leur mitigation et de manière à les rendre acceptables par les banques. Tout cela, on pourrait mettre sous le concept de bancabilité. Et donc, dans la bancabilité, vous pouvez aussi avoir la question de la société de projet, celle qui va donc porter le projet pour le rendre, on va dire, bancable. Et donc, dans cette société-là, il faut s'assurer que les promoteurs ont les moyens, effectivement, d'apporter les fonds propres requis, parce que les banques, généralement, n'acceptent pas de financer les projets à 100%. C'est toujours un partage des risques, justement, entre les promoteurs et les banques. Donc, il y a certains ratios qui sont établis selon entre la dette et l'essentiel, ce facteur. C'est l'un des problèmes qu'on rencontre dans le plan. Très souvent, ils n'ont pas ces fonds propres. Ils ont une idée, ils ont un terrain, mais des fois, ils n'ont pas les fonds propres nécessaires pour justement enclencher tout ce processus de bancabilité. Alors, c'est dommage. Alors, après, entièrement parce que vous avez c'est très entrecoupé votre intervention, mais c'est pas grave. On va peut-être juste le temps que vous assuriez de votre connexion. On peut se tourner vers Charles-Henri pour voir du côté de Stawa. Et aujourd'hui, quelles sont les grandes lignes de votre politique de gestion des risques? Parce qu'on a beaucoup parlé justement de cette nécessité de pouvoir contrebalancer risques et opportunités. Aujourd'hui, au niveau du Stawa, vous parlez d'un point beaucoup plus précis, vous parlez d'un acteur beaucoup plus précis que vous êtes sur plusieurs projets. Quelles sont les grandes lignes de votre politique des risques? Oui, ben, comme tout investisseur, en effet, on regarde nos risques de très très près. Hein. Donc, pour vous donner quelques exemples, on a investi donc en Afrique, au Gabon, dans un port, et ça, je reprends en effet l'exemple qu'a donné Iskander tout à l'heure, un port ou un aéroport. Donc, ce sont des projets qui, en effet, peuvent se financer par les utilisateurs. Voilà, on n'a pas besoin de subventions étatiques pour équilibrer un projet de port ou d'aéroport. Et donc, on a investi dans un port à Libreville. Et donc, ça se passe bien. Voilà, donc, c'est des risques qu'on est capable de prendre. C'est des risques de marché. Hein, c'est des risques alors, en cette période de Covid où il y a un ralentissement du trafic mondial, de l'économie mondiale, donc les résultats sont moins bons que ce qu'on avait prévu. Hein, donc, c'est un risque de marché, mais c'est un risque de marché que des investisseurs comme Stoa sont capables de prendre sur des ports ou des aéroports. Après, ça reste un risque de court terme, hein, même si c'est un risque… le Covid va arriver, évidemment, enfin, la crise, on a quand même cette vision du conjoncturel sur la crise. Donc, voilà, on fait des analyses sur 30 ans, hein, c'est-à-dire c'est des concessions
qu'on a pour 25 ou 30 ans et on fait nos prévisions de trafic sur les 25 ou 30 années. Bon, donc, il y a 2 années qui se passent moins bien, mais on espère que le trafic va reprendre. Il n'y a pas de raison que le trafic ne reprenne pas. Et on rentabilise notre investissement sur les 30 ans de durée de vie de la concession. Voilà, donc, c'est des choses qu'on peut prendre en compte nous-mêmes. Ce sont des risques de marché. C'est différent, en effet, sur un projet de transport urbain. Il y a beaucoup ou des projets de route ou d'autoroute où le péage payé par l'usager ou le ticket de bus ou de métro payé par l'usager ne vont pas être suffisants pour rentabiliser l'investissement et puis pour payer la dette, parce que ce sont des projets où on met à peu près 30% de fonds propres pour 70% de dette. La société de projet va emprunter, il faut bien falloir qu'elle rembourse ses emprunts. Donc, il faut que… Et généralement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les tarifs ne sont pas suffisants pour rembourser ces emprunts et rentabiliser l'investissement. Donc, il va falloir qu'il y ait une participation de l'État, une subvention d'équilibre qui se négocie avec l'État au moment de la concession. Et le risque, là, c'est que, vu la situation financière des États, c'est que cette subvention d'équilibre, ce qu'on appelle le VGF, ne soit pas payée, en tous les cas, sur le long terme. Donc, il faut inventer des systèmes de garantie que le VGF, la subvention d'équilibre, sera payée. Voilà. Et donc, il y a des instruments qui sont en train de se mettre en place. Donc, la Banque mondiale, l'Agence française de développement notamment, ont créé des instruments pour permettre de garantir les engagements de l'État. Voilà. Donc on va en parler tout à l'heure. Je vais juste entendre rapidement Mehdi sur c'est un mal nécessaire, cette subvention d'équilibre que vient d'aborder Chalori, j'ai envie de dire. Oui, j'ai envie de dire c'est… mal nécessaire, en tout cas pour… Oui, voilà, c'est la question de terminer. Il faut toujours inscrire, j'ai mis à ce type de réflexion, dans un contexte qui est finalement l'additionnalité économique ou socio-économique que finalement cette subvention va induire. Donc, ce n'est pas le coût en lui-même, ce n'est pas « ah, il y a de la subvention, donc c'est mauvais ou c'est pas bien ». La question, c'est que tout ça s'intègre dans une politique économique et dans une gestion des finances publiques à long terme. Donc, il ne faut pas… de temps en temps, je dis bien de temps en temps, on regrette que dans certaines négociations sur lesquelles on a pu accompagner, on est tout de suite dans une logique où c'est le partenaire privé qui doit tout faire. Et ce n'est pas la réalité, surtout de l'investissement en infrastructure, c'est une logique de partenariat. Donc, c'est un partenariat qui est au service du développement économique. Il faut peut-être modifier la posture qu'on a, en fait, finalement, que les États ont généralement par rapport à cette question. Il y a beaucoup, j'ai envie de dire, et je vais être très direct là-dessus, il y a une posture en francophonie qui est substantiellement différente de celle qu'on retrouve dans les pays anglo-saxons. Et là-dessus… C'est intéressant. C'est quoi la différence? C'est bien de s'arrêter sur ça, justement. Ce serait quoi la différence? Il y a une différence, entre guillemets, beaucoup plus, on va dire, il y a une défiance, entre guillemets, beaucoup plus faible, finalement, de l'univers, on va dire, appelons-le libéral, capitaliste, ou on va dire, ou juste du capital, tel qu'il se pratique aujourd'hui au niveau mondial, dans lequel on est encore enfermé parfois, je dis bien parfois, et je ne veux pas généraliser loin de là, dans des postures qui sont peut-être, à mon avis, un peu fin de siècle, quelquefois au niveau de certains ministères ou certains gouvernements, de penser effectivement. Je ne généralise pas, mais je trouve on reste finalement enfermé et que cette transition qui se fait également à travers, on va dire, une sorte d'intégration un peu plus forte d'acteurs du secteur privé dans la vie politique, comme on a pu le voir, en tout cas, sans citer d'exemple, mais… Alors, on ne vous entend plus. Et autres, qui pourraient être… Mais voilà, mais l'action, mais une nouvelle fois, ce que j'ai cité au départ, et je finirai sur ce point, ce n'est pas toujours facile parce que les cycles politiques, une nouvelle fois, ne rendent pas nécessairement facile alors que les projets d'infrastructure sont souvent un cycle long. Alors, c'est censé ce que vient de dire Mehdi, Iskander. Il y a aussi ce changement de posture à avoir, je suppose. Je ne sais pas comment ce serait bien justement d'en discuter, de voir un peu quelle est un peu l'approche de Port-Parcours sur cette question de la gestion des risques et au niveau des projets, mais aussi cette question de la posture. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas réinventer un peu la façon de monter ces projets, ou en tout cas la façon de les financer
pouvoir s'adapter au mieux au contexte local, ou en tout cas aux réalités du marché d'investissement. Oui, alors pour Alors, c'est deux reprendre un questions petit en peu une, hein, donc, oui, alors je vais essayer de réconcilier tout ça. Je pense, pour reprendre le fil de cette discussion, effectivement, il va toujours y avoir une tension dans la structuration des projets entre intérêt de la puissance publique et, par extension, intérêt du pays et de la population. Et intérêt de l'investisseur privé. Donc, on va inévitablement dans les partenariats publics-privés, il y a toujours ce type de débat qui sont parfois polémiques, hein, et pas seulement en Afrique. oui. En France, on voit bien ce type de débat aussi surgir. L'essentiel est de trouver une position d'équilibre. Alors, effectivement, c'est toujours tendu. Socialement, ça peut créer un certain nombre de questionnements, voire de contestation, hein, sur ce que va payer la puissance publique. Est-ce que c'est excessif? Est-ce que les usagers payent trop cher? Est-ce que finalement le schéma public n'est pas préférable? Et de ce point de vue-là, je pense que les institutions de développement, on est tout à fait attentif à ce genre de sujet. C'est-à-dire que enfin, des institutions comme Proparco, le but n'est pas nécessairement de maximiser, on va dire, l'intérêt du privé, et pour une bonne raison, c'est qu'un projet qui est trop favorable à la puissance publique ne sera pas bancable quand on finance l'investisseur privé, mais de la même manière, un projet qui serait trop favorable à l'intérêt privé ne serait pas soutenable. Pourquoi? Parce qu'il court le risque d'être déjà de ne pas aboutir si la négociation finalement achoppe sur un schéma qui est trop favorable à l'investisseur privé, mais aussi parce que le risque qu'on veut éviter quand on finance des projets sur 30 ans, c'est que le projet soit remis en cause pour des termes qui seront estimés trop déséquilibrés. Donc, je pense de ce point de vue-là, le rôle des institutions de développement, au-delà effectivement de s'assurer de la bancabilité du projet, c'est-à-dire que la partie privée y trouve son compte, c'est de s'assurer aussi qu'il y a une forme d'équilibre. Et de ce point de vue-là, on a un grand travail d'évaluation des termes des contrats de concession, Oui. de l'accompagnement et on va dire, de la structuration des équipes du côté public qui vont évaluer à la fois un appel d'offres, mais la négociation aussi de la concession. Et il est essentiel d'arriver à une position équilibrée. Bien sûr, un projet bancable, mais aussi un projet équilibré et soutenable. Équilibré. Alors, le positionnement équilibré, Yacouba, est-ce que c'est un élément essentiel pour vous? Oui, absolument. Et surtout, comment est-ce que vous le traduisez sur le marché, sur le concret des projets? Oui, absolument. Ce que disent notre collègue de Proparco est essentiel. Il faut toujours cette approche équilibrée-là. Et d'ailleurs, en droit ivoirien, je pense aussi que c'est le cas en droit français, lorsqu'il y a un déséquilibre de ce partenariat-là, ça peut être un motif pour renégocier les accords signés entre l'État et le privé. Oui. Parce qu'il faut que... Alors, on l'a vu au Sénégal, hein, je ne sais pas si, voilà, juste rapidement, c'est vrai que c'est un exemple qui revient de plus en plus. Les privés qui mettent de l'argent. On a un gros souci de connexion. Oui, donc la notion, parce que d'un côté, le privé est un actif dont il a besoin et le privé qui a les générations. Donc, il faut cet équilibre-là parce que les deux convergent pour servir l'intérêt général. Deux fois, lorsque l'équilibre n'est pas atteint côté secteur privé, l'État donc s'engage à contribuer avec les ressources publiques. Donc, ça peut être sous forme de subvention, mais ça peut être aussi sous forme d'une garantie qui est donnée au secteur privé pour garantir, par exemple, le paiement d'un prix. Si je prends le secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire, par exemple, dans les projets de construction de centrales techniques, l'État donne très souvent une garantie de paiement à la société de projet au cas où le prix de l'électricité n'est pas payé à la société de projet. En ce moment-là,
la société de projet peut tirer sur cette garantie pour pouvoir payer les banques. Donc, par exemple, c'est un élément d'équilibre et que les investisseurs recherchent, et c'est pour cela que peut-être ce secteur a connu, on va dire, un bon développement au cours des 20-25 dernières années. Charles-Henri, est-ce qu'on peut parler d'un avant et un après Covid aujourd'hui en termes de structuration des méthodes, des solutions, des produits de financement pour le transport en Afrique en général, surtout en Afrique? Non, on ne peut pas parler vraiment d'un avant et d'après Covid. Je veux dire, les méthodes n'ont pas changé, les besoins sont toujours là, les solutions existent. Moi, je voudrais revenir sur ce qui a été dit, là, qui me paraît très important, sur cette notion d'équilibre entre le privé et le public, hein, parce qu'en effet, on ne peut pas construire sur le long terme, hein, c'est des concessions de 30 ans. Si en effet, on signe un contrat de 30 ans qui est basé sur un déséquilibre au départ, ça ne pourra pas durer. Et donc, en effet, une des garanties que nous, on veut, c'est que qu'il y ait cet équilibre. Et pour cela, nous, on a choisi la transparence. C'est-à-dire que quand on négocie avec l'État, par exemple, une subvention d'équilibre, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, on indique, on ouvre nos livres. On fait ça open book. C'est-à-dire qu'on dit, voilà la rentabilité que nous cherchons en tant qu'investisseurs. Hein, voilà, on se met d'accord sur le TRI qu'on recherche. Donc, on dit, par exemple, un TRI de 13%. Alors, l'État va nous dire, non, 13%, c'est trop cher. Donc, on se met d'accord sur 12% de TRI, par exemple. Hein, et pour obtenir ce TRI de 12%, on ouvre nos livres exactement, on dit voilà combien ça va coûter, combien la construction va coûter, combien l'opération, la maintenance vont coûter, etc. sur les 30 années, et on est totalement transparent. Voilà. Et donc ça permet, en effet, l'État ne peut pas nous dire après, vous nous avez roulé dans la farine, vous nous avez caché des choses et vous gagnez trop d'argent. Je dis non, on ne gagne pas trop d'argent, voilà, on vous a tout dit dès le départ. Donc ça, c'est très important. Parce que c'est un rapport qui peut biaiser tout le déroulement du projet après. Voilà, pour que la confiance s'instaure, voilà, il faut qu'il y ait confiance entre la partie publique et la partie privée. Ce n'est pas possible de bâtir sur le long terme. Voilà. Donc après, on arrive à faire des choses très intéressantes, même sur des projets où il y a besoin de financement public important. Je peux vous donner l'exemple, on est en train de financer la ligne 6 du métro de Sao Paulo. Donc là, avec l'État brésilien de Sao Paulo, qui est la partie publique, hein, ce n'est pas l'État fédéral, c'est l'État de Sao Paulo. Et on a négocié avec eux donc une subvention de l'État de Sao Paulo. On a mis un peu de temps pour discuter, mais voilà, on s'est mis d'accord sur ce prix. Et donc, on arrive à financer en PPP une ligne de métro qui n'est pas rentable uniquement par les tickets des usagers, mais voilà, donc c'est possible. On aurait pu le faire à Abidjan. C'était le schéma envisagé à Abidjan au départ. Malheureusement, je dirais, ce projet de métro est passé en maîtrise d'ouvrage public, et je pense que, in fine, ça coûtera plus cher à l'État. On était aussi en train de négocier avec l'État du Ghana sur l'autoroute Accra-Tema. Donc, il y avait eu un appel d'offres totalement ouvert et on avait gagné cet appel d'offres et on était en train de négocier, on était en phase finale de négociation avec le gouvernement ghanéen. Et puis, au dernier moment, alors qu'on était prêt de signer la concession, l'État ghanéen a décidé de passer en maîtrise des ouvrages publics. In fine, ça va coûter plus cher à l'État ghanéen que ce qu'on était en train de proposer avec une concession, avec une part de subvention, bien sûr. Mais aujourd'hui, la totalité de l'autoroute Accra-Tema est financée par la puissance publique, surendettement. Mais comment est-ce que vous justifiez ce revirement? Parce que c'est quand même assez significatif hein, que quand c'est fait de cette manière, s'il y a forcément peut-être des facteurs qui sous-tendent ce revirement, comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que c'est un effort ou dans une volonté de réappropriation de l'État de ses propres infrastructures, ou est-ce que est-ce qu'il y avait peut-être un déséquilibre qui a été, vous venez de le dire, qui a été peut-être remarqué ou qui a échappé, qu'on a pu rattraper après? Quels sont les facteurs de ce revirement rapidement, hein, juste pour ce sont des décisions politiques, en effet. Hein. Essentiellement. L'État veut en effet montrer que alors, et puis
ça va plus vite aussi. Oui. Donc l'État pressé de montrer à ses concitoyens, à ses électeurs qu'il agit, peut en effet décider de passer en maîtrise d'ouvrage public pour aller plus vite. Oui. Mais voilà, donc moi je pense qu'il vaut mieux prendre un peu de temps de négociation justement pour être sûr que tout le monde a bien compris les enjeux et que les équilibres sont bien atteints. Ça vaut le coup de passer un peu de temps. Et puis, il ne faut pas se cacher les choses aussi. Quand vous avez un financement en maîtrise d'ouvrage public financé par la Chine, les Chinois ne vont pas vous embêter sur des problèmes environnementaux et sociaux que les banques, les DFIs comme Proparco ou les fonds d'investissement comme Stoa vont demander. Lorsqu'on finance une autoroute, on fait attention que les gens qui sont déplacés sont relogés correctement, sont indemnisés. Voilà. Si un État pressé demande à la Chine de financer son autoroute, eh bien ça sera fait plus vite et les gens délocalisés ne seront pas indemnisés. Voilà, il faut bien voir qu'il y a ça aussi derrière. Hein. Non, mais c'est clair, c'est évident qu'il y a tout un ensemble de facteurs à prendre en compte. Mais dire rapidement, ce facteur politique, c'est vrai que ce n'est pas le vif du sujet, ce n'est pas le cœur de notre débat, mais ce facteur politique est essentiel, je suppose. J'imagine par rapport à l'intégration même de la nécessité de pouvoir mettre en place des projets, des bons rapports privés-publics sur ces projets-là. Voilà. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, là vous entendez. Alors, j'ai envie de dire les pays africains, notamment en Afrique francophone, sont généralement des jeunes démocraties. Donc ce n'est pas évident, effectivement, d'arriver à, on va dire, des schémas, sans citer les pays, mais vous les connaissez. Donc, ces équilibres sont relativement fragiles. Et par conséquent, il peut y avoir à un moment ou à un autre, effectivement, compte tenu de… C'est des discussions qui sont complexes, ces négociations. Donc, si elles prennent un peu de temps, il peut y avoir des agendas politiques qui favorisent, on va dire, des arbitrages un peu différents. Et c'est ce que je citais depuis le départ, en introduction. On est, hélas, dans un écosystème qui peut parfois, et je dis bien peut parfois, faire un certain nombre d'arbitrages qui ne sont pas toujours motivés par des considérations économiques. On peut avoir également des arbitrages qui peuvent venir des ministères des Finances, qui à un moment ou à un autre, parce qu'on est aussi dans des environnements de taux qui peuvent à un moment ou à un autre favoriser, on va dire, de privilégier, on va dire, le recours à l'endettement par opposition au recours, on va dire, aux partenaires privés pour le financement d'infrastructures. Comme on a les considérations géopolitiques, il ne faut absolument pas les mettre. Charles-Henri a cité la Chine, mais je pense qu'il faut aller au-delà. La Turquie essaie de prendre des parts de marché de plus en plus importantes sur le continent. Le Japon, à travers ses différents rendez-vous, dont j'ai oublié le nom, annuels, pour essayer de promouvoir effectivement les entreprises japonaises. Prosper Africa, donc grand programme lancé sous le président Trump et qui sera repris a priori par l'administration Biden, va faire en sorte qu'un certain nombre d'entreprises, on va dire américaines, Bechtel entre autres, notamment sur le sujet des routes, vont essayer également de prendre leur part de marché. Donc on est dans cet écosystème auquel effectivement le politique n'est pas toujours tout seul arbitre de ces situations-là. C'est un peu regrettable parce que le niveau de succès qu'on peut avoir dans les PPP dans notre région, on va dire d'Afrique francophone, il est éminemment plus faible. On peut avoir des projets en nombre, mais on a beaucoup moins de projets qui sortent en PPP que dans d'autres géographies. Et c'est un handicap parce que ça ne permet pas, parce qu'on n'a pas, on a omis de le citer, c'est que c'est une question de décupler finalement la volumétrie de projets si on est en mesure de mieux les structurer dès lors qu'ils respectent une soutenabilité budgétaire et économique. Alors, Iskander, je vous ai vu approuver. Vous avez dans le sens, c'est ça? Oui, effectivement, mais je pense que là, les dernières interventions, voilà, c'est un peu ce que je mentionnais au départ quand je parlais de persévérance sur le modèle du PPP. On a la solution traditionnelle de facilité, qui est la commande publique, avec les conséquences en termes de finances publiques qu'on connaît. Et on a un schéma du PPP qui implique effectivement, alors voilà, d'appréhender beaucoup d'aspects contractuels, de partage des risques, d'équilibre des contrats.
et qui demande un travail effectivement d'analyse pour sous-peser un petit peu les choses. Et par ailleurs, effectivement, il ne faut pas se le cacher, c'est toujours un sujet politiquement sensible. Enfin, c'est dans toute géographie, hein, et en Afrique et au-delà. Enfin, en France, on a aussi ce type de débat. C'est politiquement toujours compliqué. Et pour un responsable politique, il sera toujours, la tentation sera toujours présente, aussi face à peut-être à des formes de questionnement social de ces projets, de finalement ne pas leur donner leur chance. Mais je pense que de ce point de vue-là, alors voilà, il faut à la fois être persévérant, il faut pas, effectivement, il faut voir que c'est une tendance peut-être qui doit mûrir aussi au sein des gouvernements et des populations. Il faut être attentif à l'équilibre de ces projets, comme je disais. Il faut également aussi que les puissances publiques à la fois soient armées au niveau des administrations, des cellules PPP, des ministères, d'avoir des programmes de formation. Et je pense que notamment les institutions de développement travaillent avec les gouvernements aussi pour permettre quelque part une structuration de ces équipes. Au-delà des équipes internes des puissances publiques, il y a aussi des conseils transactionnels, hein, qui peuvent appuyer les puissances publiques pour négocier au mieux ces contrats. Et je pense que plus on arrivera à démontrer que ces contrats fonctionnent et sont finalement assez équilibrés, plus on amplifiera le mouvement. Donc c'est effectivement, c'est un travail de longue haleine, c'est sensible, mais il faut, je pense, garder ce cap pour permettre l'amplification des investissements d'infrastructures en Afrique. Yacouba, un mot sur ce volet-là? Alors, je pense que je vais abonder dans le même sens, hein, c'est que le cycle aussi du marché public, par exemple. Et donc, souvent, les politiques, comme vous avez dit, pour des raisons circonstancielles, peuvent décider parce qu'ils veulent montrer une infrastructure à une population pour un but, hein, qu'ils connaissent eux-mêmes. Ils vont faire un choix, par exemple, de faire un marché public au lieu de faire un PPP, ou bien, alors qu'on avait engagé un PPP, on revient sur une autre forme de commande publique. Ça, ce sont les circonstances. Alors, ça peut être que… Mais qu'est-ce qu'il faudrait justement pour éviter? J'aimerais bien aussi qu'on en profite pour parler des solutions. C'est bien beau de marquer un peu le coup sur le contexte, mais qu'est-ce qu'il faudrait justement pour éviter? Est-ce que c'est une question de gouvernance? Est-ce que c'est une question de, je ne sais pas, au niveau local? Est-ce qu'il ne faut pas une super structure qui gère un peu tous ces projets-là et qui est un peu indépendant je pense qu'il faut, de toutes ces influences? Je pense qu'il faut aussi faire des choix. Par exemple, tous les projets, à mon avis, ne peuvent pas être financés sous forme PPP. Hein. Bon, on parlait tout à l'heure de bancabilité, mais je ne pense pas que tout peut être fait sous forme de PPP. Or, je crois qu'il y a une tendance aussi au niveau des États à vouloir rassembler trop de choses dans la forme de PPP, alors que la nature des projets ne coïncide pas ou n'est pas appropriée. Enfin, le PPP n'est pas approprié pour faire un certain type. Il faut peut-être faire un choix limité de projets qu'on peut faire, en sachant qu'ils vont prendre du temps pour mûrir, ils vont prendre du temps pour atteindre l'étape de la bancabilité et aller sur ces quelques projets-là qu'on pourrait appeler des projets structurants. Et après, ce qu'on peut faire d'une manière plus simple, il faut le faire de manière plus simple. Il ne faut pas juste aller à la mode en voulant tout mettre sous le cas, parce qu'à la fin, s'il y a trop de projets, il est impossible de les faire. Et à la fin, on n'a pas de résultats. Donc, c'est une question de sélection des projets, c'est une question de priorisation surtout des projets. Je crois surtout qu'il faut faire une sélection assez stricte de ces projets-là et aussi de travailler en amont sur le montage, parce que c'est quand on a fait les études qu'on sait qu'un projet rentable peut être confié au secteur privé, parce que c'est ça, la notion de rentabilité va toujours guider le privé, ce qui est normal. C'est pour cette raison qu'ils viennent avec des capitaux, autrement ils peuvent les placer ailleurs et se faire rémunérer. Donc, si on veut attirer les investisseurs privés, il faut faire des études préliminaires qui démontrent à tout le moins la rentabilité de ces projets et vraiment limiter
le nombre de projets qu'on engage. Très bien. Alors, rapidement, monsieur, je vais vous inviter évidemment à… Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y. Ça coupe, ça entrecoupe, mais on vous entend. Si vous n'avez pas fini, je vous laisse finir. Allez-y, dites-moi. Monsieur Yacouba? Allez-y, on vous écoute. On vous écoute. Non? On vous écoute, allez-y. Voilà, je disais qu'il fallait, de mon point de vue, pour rendre tout cela effectif et efficace, il ne faut pas vouloir faire tout projet d'infrastructure sous forme de PPP. Parce que certains de ces projets, effectivement, qui sont importants pour les populations, pour le développement économique et social, leur nature ne va pas avec le concept de PPP, qui est un concept complexe et qui prend du temps à être mis en œuvre. Donc, il faut les projets les plus simples les faire sous forme d'une commande directe, les marchés publics. Maintenant, les projets les plus structurants peuvent être montés sous forme de PPP, mais pour cela, il faut faire des études préliminaires pour pouvoir arriver à déterminer s'ils sont rentables ou pas. Et c'est ce critère aussi qui va permettre de choisir la forme sous laquelle on décide de réaliser l'infrastructure. Alors, on a quasiment bouclé le timing du débat. Tous ces éléments sont très intéressants. Dommage, je ne connais pas assez de temps pour les approfondir. Mais rapidement, je vais donner à chacun une petite parole pour pouvoir nous dire un peu les grandes lignes, les grandes orientations comment est-ce qu'ils voient l'orientation, l'évolution du marché de l'investissement au niveau de l'infrastructure, au niveau de l'Afrique. Mehdi, rapidement, quelles sont les trois grandes lignes, trois grandes orientations qui vous paraissent aujourd'hui essentielles à garder en tête pour parler de cette nouvelle ère qui se dessine, si jamais il y en a une, sur le financement de l'infrastructure? Écoutez, en fait, moi, je veux… Ça peut être aussi des défis, voilà. Ça peut être aussi des défis, des challenges sur lesquels il faudra absolument travailler pour pouvoir justement promouvoir cette facilité d'investissement au niveau des infrastructures. Donc, le sujet de la mobilisation de l'épargne longue, on va dire qu'elle soit régionale, je dirais, ou nationale, est un sujet majeur. Et il est notamment lié aussi à des réformes importantes dans la capacité des États à lever l'impôt et, on va dire, à réduire l'informel. Donc, on va dire, on ne peut pas dissocier de l'épargne longue. Ça, c'est un premier point. Le second point, je pense qu'il faut poursuivre, Iskander l'a cité, donc tout ce qui sont les initiatives de renforcement de capacité au niveau des cellules PPP ou ministère des Finances ou des différents ministères des équipements ou des travaux publics et autres. Je pense qu'il faut qu'ils portent ses fruits et on a bon espoir avec tout ce qui a pu être financé en termes de renforcement de capacité qu'on va avoir de plus en plus de professionnels côté secteur public qui ont cette capacité à négocier. Et enfin, il faut garder en tête, et je pense que là-dessus, Maître Coulibaly, il a insisté, qu'on ne peut pas tout faire en PPP. Donc, l'exercice de priorisation et de sélectionner les projets, on va dire, dans lesquels les économies de coûts et de délais, comme a cité Charles-Henri un peu plus tôt, sont réellement avérées, on doit pouvoir les mettre à l'abri et décider dès le départ qu'on va les faire en PPP et pas faire des virages à 360 dans la dernière minute pour éviter les arbitrages, on va dire, politiques qu'on a pu citer un peu plus tôt. Charles-Henri, vous allez rapidement, vos trois, je sais que vous allez confirmer une de celles qui ont été évoquées par Mehdi, mais voilà, rapidement. Non, je suis d'accord avec ce que vient de dire Mehdi. Donc, première chose, volonté politique des États avec un cadre législatif rénové. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, confiance avec les États, transparence du coup de la part aussi des investisseurs privés. Voilà, la confiance vient de la transparence. Et il faut qu'on puisse travailler ensemble sur ces projets qui sont un peu compliqués à monter, en effet. Mais voilà, donc c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'on a absolument besoin d'EDFIs, comme l'Agence française de développement ou la Banque mondiale, pour dérisquer ces projets qui sont par nature risqués. Voilà, donc c'est les trois points que je vois, moi, essentiels. Je rajouterais un point. Il faut en effet faire les études préliminaires, je veux dire, sélectionner les projets qui peuvent être financés en PPP, mais moi, je n'oublierai pas les infrastructures existantes et qui ne fonctionnent plus ou qui sont obsolètes, enfin, qui ne sont plus aux normes. Et je pense qu'on peut rénover des infrastructures existantes aujourd'hui sous forme de PPP. Je pense à des routes, par exemple, qu'il faut reconstruire parce qu'elles n'ont pas été entretenues.
Et ça, c'est un exemple typique. Hein, on connaît tous les routes en Afrique qui ne sont pas entretenues et sur lesquelles on ne peut plus rouler, où on roule 2 fois moins vite ou 3 fois moins vite que ce qui serait nécessaire. Voilà. Et donc, ça peut… On sait que les besoins existent, les trafics sont là, mais il faut des investissements pour rénover ces infrastructures et les PPP peuvent le faire aussi. Est-ce que les PPP, c'est le seul mécanisme novateur qu'on peut identifier? Parce que moi, je n'ai pas trop entendu sur ça. Est-ce qu'on peut pas non plus aussi aujourd'hui réfléchir à des mécanismes nouveaux, adaptés justement à ces contraintes au niveau local? Oui, il y a des mécanismes. Je ne suis pas en train de dire de sur-mesure, mais voilà, quasiment de sur-mesure en quelque sorte. Est-ce que vous êtes dans ces dynamiques aussi au niveau des institutions que vous représentez? Non, mais on peut réfléchir sur je veux dire, le numérique va certainement améliorer les choses. Par exemple, sur le paiement des péages, par exemple, le jour où on pourra payer, ça évitera la fraude, par exemple. Si on peut payer avec son téléphone mobile les péages, voilà, il y a des facilités, des progrès qui vont être faits grâce à ça. On peut imaginer aussi une plus grande contribution des usagers. On a parlé que les ports étaient des investissements rentables. Les aéroports sont des investissements rentables. On peut imaginer des taxations sur les ports pour financer les routes qui, elles, ne sont pas forcément rentables. Et donc, il y a plein de méthodes de réflexion sur lesquelles qu'on peut imaginer pour améliorer le système. Hein, mais voilà. Oui, c'est important. Skander, rapidement, on a 30 secondes. Oui, alors je pense que en termes d'innovation, comme de toute façon, le PPP, hein, c'est un concept très large hein, qui peut recouper des réalités très différentes. On peut être innovant à l'intérieur de ce schéma et tout va dépendre de comment on répartit les choses. Ça peut être un partage des investissements entre public et privé. Ça peut être voilà, tous les schémas possibles pour trouver le bon équilibre et on peut toujours être innovant. Chaque projet est différent. Chaque projet va avoir une répartition des risques et du poids financier qui peut être différent. Donc, je pense que de ce point de vue-là, on trouvera toujours à être innovant dans ce schéma. Mais je pense qu'effectivement, c'est une tendance, enfin, c'est un levier important et être sélectif sans aucun doute. Maintenant, il faut voir, par exemple, dans le secteur des transports en Afrique, on parle de besoins d'investissement annuels au-dessus de 40 milliards par an. Même en étant sélectif, la part des PPP peut être significative pour apporter une réponse à ces besoins d'investissement. Alors, Yacouba? Oui. Moi, je dirais financement à monnaie locale. Pour moi, c'est un critère important dans la mesure où on a déjà évoqué la question de la disponibilité des ressources longues, mais je voudrais insister là sur le risque de change dans les financements en devises. En euros, ça va, on a une parité fixe, mais quand on emprunte en dollars et qu'on a un taux de change flottant entre le dollar et la monnaie locale, ça crée un très grand risque sur le projet. Et parce qu'il peut y avoir une dévaluation de la monnaie locale qui fait que la dette peut augmenter de façon mécanique. Et donc, moi, j'insisterai sur ce volet-là. Je pense aussi qu'il faut donner la priorité à des projets intégrés. Ça peut aussi entraîner un effet à la fois économie d'échelle, mais on va dire optimisation de la rentabilité ou bien le caractère attractif. Quand vous dites projet intégré, c'est quel type de projet? Si je prends le cas au Sénégal, on a l'autoroute qui part de Dakar à l'aéroport et vous avez l'aéroport. Par exemple, ces deux infrastructures je pense qu'elles ont été faites différemment, mais on a fait l'autoroute parce qu'on anticipait de déplacer l'aéroport. Donc, pour moi, c'est un exemple de projet intégré. On peut citer les mêmes dans d'autres pays africains où pour aller d'un endroit à un autre, on a besoin peut-être d'une autoroute, mais au bout, on doit trouver soit un port ou un centre logistique. Il faut pouvoir donner la priorité à des projets intégrés. Très bien, parfait. En tout cas, je pense qu'on a globalement en tout cas évoqué les grandes idées par rapport à cette thématique. On va peut-être tout de suite passer aux questions qu'on a reçues de nos différents internautes auditeurs qui nous suivent. On a en l'occurrence cette question de M. François Jaille qui est adressée à Charles-Henri. Je cite, je lis tel quel. Pouvez-vous préciser comment une maîtrise d'ouvrage public peut être plus coûteuse que l'implication non privée? La question est ouverte, Charles-Henri. Elle est directe en plus.
comment une maîtrise d'ouvrage public peut être plus coûteuse que le privé? Que le Oui, privé. c'est très simple. Apparemment, la maîtrise d'ouvrage public apparaît moins coûteuse. Mais pourquoi est-ce qu'elle est moins coûteuse? Parce qu'elle ne prend pas en compte l'entretien et la maintenance pendant les 30 ans de la durée de vie du projet. Et la durée de vie, donc pendant les 30 ans de la durée de vie du projet, ces coûts d'entretien et de maintenance apparaissent dans le budget de l'État tous les ans, enfin, si tout se passe bien. Mais au bout d'un moment, l'État étant impécunieux, ne prévoit pas l'entretien et la maintenance, et ces entretiens et ces maintenances ne se font pas, et l'infrastructure se dégrade. Donc, si vous prenez en fait tous les coûts sur la durée de vie du projet, la maîtrise d'ouvrage public, in fine, elle est plus chère que le PPP, même si elle apparaît moins chère. Voilà. Et en plus, l'État s'endette dès le départ pour financer la totalité de l'investissement, de l'infrastructure. Voilà. Alors, donc, voilà, en plus, ça répond très bien à une autre question qui était liée à celle-là, hein, qui disait quels sont les coûts cachés des marchés publics par rapport au PPP. Mais ça, oui, ça répond parfaitement à celle-ci aussi, qui a été posée par Baokin Dong. Alors, messieurs, je ne sais pas si vous avez des compléments sur cette réponse. Ou, Oui, moi, je voudrais dire que même en termes de design et de conception de l'ouvrage, le fait d'aller en commande publique peut être un choix qui est, on va dire, moins efficace pour l'État. Parce que si vous êtes avec un privé, il va chercher à optimiser le design. Il va apporter peut-être les matériaux les moins chers ou les plus durables. Enfin, dans tout ce travail-là, qui va aboutir au financement et à la construction de l'ouvrage, je pense qu'il y a un gain d'argent, hein, disons, ou une économie qui est faite. Alors que si c'est la commande publique, comme c'est le budget, on dit que ça coûte tant et on finance comme ça. Alors que si on était passé par un PPP, un dialogue avec le privé, on aurait réussi à avoir un ouvrage qui est moins cher et qui est peut-être plus durable. C'est intéressant de savoir tous ces éléments. Ce que vient de dire Yacouba est très important, en effet. Si vous confiez, l'expérience nous montre que si vous confiez la construction à un privé, la construction les délais seront tenus généralement, et les prix seront tenus. En maîtrise d'ouvrage public, souvent les délais dérapent et les prix dérapent. Voilà, donc vous pouvez avoir en effet facialement au départ un marché qui vous paraît moins cher en maîtrise d'ouvrage public et qui, in fine, revient plus cher. Qui pose une problématique de gestion de projet très, très complexe sur ce point-là. Alors, il y a Wilfried Bassalet qui pose la question suivante. Alors, quels sont les moyens et outils pratiques permettant l'émergence d'acteurs locaux dans le PPP? Vous savez que le contenu local, c'est vrai que c'est un point important sur lequel on n'a pas eu le temps de nous arrêter. Mais voilà, lui, sa question elle est quand même assez ouverte. Quelles sont justement ces possibilités de pouvoir permettre de favoriser l'émergence d'acteurs locaux dans les PPP? Alors, je ne sais pas qui va se porter candidat pour pouvoir répondre à ou intervenir sur cet aspect. Juste un mot de réponse. Oui. Nous n'investissons jamais tout seuls. Nous sommes actionnaires minoritaires à chaque fois dans nos projets. Hein. Et donc, nous cherchons à chaque fois… C'est important à préciser. Voilà, nous sommes donc actionnaires minoritaires. Donc, nous investissons à côté de grandes entreprises qui peuvent financer le projet, ce qu'on appelle des sponsors. Hein, voilà. Je veux dire, si on finance un barrage au Cameroun, par exemple, on le finance avec EDF, par exemple. Voilà. Mais ce barrage au Cameroun, on l'a financé avec EDF, mais on l'a financé avec Africa 50. Hein, ça a été cité tout à l'heure, donc qui est un fonds d'investissement qui fonctionne comme nous. Hein, donc, il existe en Afrique des fonds. Alors, il n'y en a peut-être pas assez, hein, mais je pense à Africa 50. Il y a A2IM aussi, qui est un fonds sud-africain aussi qui résonne un peu comme nous. On a investi à côté d'eux sur de la fibre optique en Afrique du Sud. Voilà, donc il y a quelques fonds d'investissement infrastructure qui existent. Et puis, nous investissons aussi à côté de partenaires locaux hein, qui renforcent du coup notre implantation locale, qui peuvent être des constructeurs, qui peuvent être… Voilà, donc, nous recherchons des partenaires à chaque fois. Nous ne sommes jamais seuls investisseurs.
Alors, Si je peux ajouter… ouais. Non, Vas-y, Skander. juste pour ajouter là-dessus, je pense que dans les procédures d'appel d'offres, il peut y avoir aussi des exigences de la puissance Justement. publique de demander à la fois du contenu local, de l'emploi local, parfois même aussi un actionnariat qui peut être minoritaire, mais qui serait local et qui vise aussi à favoriser effectivement la structuration d'acteurs locaux. Et par ailleurs, dans un certain nombre de pays, on voit l'émergence d'acteurs tout à fait crédibles qui se positionnent sur des appels d'offres ou par exemple sur des projets avec différents compartiments, on peut voir aussi se positionner des acteurs. Je peux penser au portuaire, par exemple, au Maroc, où un certain nombre d'acteurs ont pu se positionner sur les développements portuaires de manière tout à fait crédible. Très bien. C'est une façon de pouvoir promouvoir justement le contenu local, les acteurs locaux sur ces différents secteurs. Mehdi, peut-être un petit mot rapidement, parce qu'on vient d'évoquer le cas du Maroc. C'est vrai que c'est un cas où on a vu justement cette dynamique de pouvoir intégrer, en tout cas développer des champions nationaux à partir des projets PPP. Après, le cas du Maroc, c'est relativement spécifique. On n'a pas cas spécifique parce qu'on n'est pas, je dirais, numéro 1 en PPP pour être sur le continent. Donc, il y a il y a eu une très forte inertie que je regrette fortement. Il y a eu une impulsion il y a à peu près 4 ans qui s'est un peu éteinte. Et là, post-Covid, tu citais Safal, là, le nouveau décret vient d'être approuvé cette semaine. Donc, on espère qu'on va connaître une vague, notamment appuyée par un nouveau fonds souverain qui est en cours de structuration, qui s'appelle le fonds Mohamed VI, pour booster les PPP. Donc, on a connu au Maroc, on va dire, beaucoup de délégations de services publics. Donc, on l'a eu dans la distribution d'électricité sur les villes de d'eau électricité sur Casa, Rabat et Tanger. On a eu dans l'agriculture un certain nombre de stations de dessalement qui ont connu effectivement un schéma, on va dire, un peu hybride finalement de PPP, principalement axé, comme les énergies renouvelables, sur des contrats. Sur le solaire, tout à fait. Des contrats d'énergie. Là, sur le dessalement, c'est juste des contrats de vente d'électricité qui ont pu permettre et avec des subventions. Donc, on est, en tout cas, c'est un sujet qui est éminemment important. On veut booster l'investissement et on espère. Alors après, s'agissant des acteurs, on a effectivement aujourd'hui dans notre paysage principalement un acteur majeur qui s'appelle Nareva, qui cherche à accélérer dans le domaine, on va dire, des PPP, on va dire, sur le continent. Les autres constructeurs, que sont TGCC, que sont Jet Contractors, que sont GTM, ils commencent à regarder, mais on n'a pas encore fait des gros. Ils cherchent à faire des partenariats et je pense qu'il se positionnera notamment sur, quand on a cité, j'ai vu une question passer sur les PPP sociaux, sans doute effectivement que dans l'université, dans la santé, les pénitenciers et les bibliothèques, il y aura demain, peut-être après, peut-être des PPP simples, sans composante, on va dire, à fermage ou de paiement par l'usager, mais qu'il puisse y avoir, on va dire, des schémas dans lesquels, comme Charles-Henri l'a fort pertinemment ajusté, que l'État comprenne que s'il veut décupler en fait, finalement sa capacité à investir, maîtriser ses budgets, maîtriser ses délais, ce n'est pas totalement, on va dire, ridicule. Dès lors que l'équation financière devient pertinente, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les taux d'intérêt parfois peuvent donner cette illusion que s'endetter est plus pertinent que de faire un PPP. Donc, il faut choisir les bons actifs qui s'y prêtent bien. C'est essentiel. C'est essentiel. Alors, Skander, j'ai une question pour vous qui a été posée par M. Komlan Agbedjinou, qui vous demande d'approfondir un peu les mécanismes de mitigation des risques de la Banque mondiale et Proparco. On ne va pas approfondir, ça risque quand même de nous prendre beaucoup de temps, mais voilà, juste peut-être faire une petite réponse à cette question, ça serait bien si vous avez un peu les grandes lignes justement de votre mécanisme de mitigation des risques. Sur la bancabilité, on peut dire beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que le métier de financeur d'infrastructure, ça obéit souvent à la technique du financement de projet, où on va essayer effectivement d'encadrer tous les risques. Alors, sur un projet, prenons un projet de transport, on va regarder le risque de marché, donc comment le mitiger. Alors déjà, on va l'analyser en profondeur, voir faire des sensibilités sur les projections qui sont faites. Si elles nous semblent insuffisantes, ces projections, on va répartir les risques différemment entre l'investisseur et le prêteur comme Proparco. Si on estime que le projet côté privé n'est pas suffisamment
voilà, sécurisé d'un point de vue du trafic, on va demander à la puissance publique d'apporter un certain nombre de garanties. Voilà pour le risque de marché. Après, on va avoir un risque de construction. Il faut l'encadrer contractuellement, les obligations du constructeur. Le risque d'exploitation, c'est la même chose. On va chercher un exploitant et lui imposer un certain nombre d'obligations. Bon, on a une grille effectivement assez importante. Si je peux rajouter un élément qui tient à cœur pour les DFI, c'est les risques environnementaux et sociaux. Alors, ce n'est pas la bancabilité au sens strict, mais pour qu'un projet fonctionne dans la durée, il faut aussi qu'il soit acceptable d'un point de vue environnemental et social. Et tout le but des DFI, c'est bien d'encadrer ces risques avec des plans d'action, des plans de gestion des risques environnementaux et sociaux. Donc voilà, bon, c'est effectivement, on a une matrice de risque avec beaucoup de cases à cocher. Avec toute une série de techniques, effectivement, qu'on doit mettre en œuvre sur chacun de nos projets. Alors, c'est important. On a aussi une question de M. Abdou qui nous parle de la rentabilité des grands groupes internationaux en termes de, qui opèrent sur les marchés du continent des PPP. Et cette question nous parle justement surtout en matière de tiers cible et de rémunération des fonds propres ou des quasi fonds propres. Je ne sais pas si quelqu'un a peut-être un petit mot à dire sur ça, parce que je pense que c'est quand même une question qui se pose, justement, sur cette exigence. Enfin, c'est une exigence toute naturelle, légitime, on est bien d'accord. Après, peut-être les proportions d'exigence, c'est là où on peut discuter. Mais voilà, par exemple, si on parle justement de TRI à 12%, 13%, est-ce qu'on est sur l'alignement du marché, ou est-ce qu'on est sur des exigences un peu trop élevées par rapport aux réalités? Voilà, en gros, qu'est-ce qui justifie un peu ces exigences de rentabilité? Le TRI, légitime, je vous le concède, mais voilà. Les TRI, c'est la rentabilité recherchée pour nos investissements en fonction du risque encouru. Et plus le risque est élevé, et plus on va demander des rentabilités fortes, puisque voilà, c'est le rapport assez naturel entre risque et rentabilité. Risque et rentabilité. Voilà. Donc donc oui, donc il y a ce qu'on appelle le TRI de marché, c'est-à-dire que si dans tel pays, pour tel type d'infrastructure, si on n'obtient pas tel TRI, eh bien, vous n'allez pas trouver d'investisseur. Voilà, donc c'est voilà, donc c'est mathématique. Donc en Afrique, les TRI recherchés sont supérieurs à 10%. Voilà, on cherche une rentabilité supérieure à 10%. Sur des projets, ce qu'on appelle des projets greenfield, c'est-à-dire des projets nouveaux. Le risque est bien supérieur à un projet brownfield. Quand vous achetez une infrastructure existante, vous savez, il y a le track record, vous savez combien l'infrastructure a rapporté au cours des dernières années, donc le risque est moins élevé, donc la rentabilité peut être plus faible. Donc sur un projet brownfield, la rentabilité recherchée, le TRI, sera plus faible. Sur un projet greenfield où les risques sont très élevés quand même, parce qu'il y a des risques de construction notamment, des risques de marché, des risques de trafic, des risques de voilà, donc les TRI recherchés seront supérieurs à 10% généralement. À 10%. Ouais. Une question d'Arsène Zonou, alors elle est ouverte. Ce qui ne doit pas choquer les gens non plus, hein, parce que je ne sais pas si derrière ça, il y avait une question de dire est-ce que la rentabilité est cherchée trop forte. Si on cherche une rentabilité à 10%, il y a sur des projets risqués, c'est-à-dire qu'il y a des projets où on va perdre de l'argent. Et donc, il faut bien qu'on en gagne sur d'autres. Et le fait de gagner de l'argent, c'est de l'argent qu'on va pouvoir réinvestir dans d'autres projets. Si on perd de l'argent sur tous nos projets, ben, on n'aura plus d'argent pour investir. C'est sûr, on est dans un cercle vertueux. Nos actionnaires ne nous confieront pas d'argent pour investir. Donc, il faut bien qu'on prouve à nos actionnaires qu'on peut gagner de l'argent pour qu'ils nous en confient encore. Et donc, STOA, par exemple, a 600 millions d'euros aujourd'hui à investir. Sur ces 600 millions, nous en avons investi 300 aujourd'hui, et nous sommes déjà en train de réfléchir à un deuxième STOA
qui serait supérieur à 1 milliard d'euros. Ouais. Et Ça, c'est des bonnes nouvelles, ça. nous attirer des investisseurs, des actionnaires, parce que nous leur démontrons que nous pouvons gagner de l'argent sur les premiers 6 millions que nous avons levés. Voilà. Ouais, donc, ça, c'est des signaux positifs à avoir justement à garder, parce quand on parle de nouvelle ère, c'est aussi une sorte de dynamique aussi qui s'installe. Et ça, c'est très bien de faire passer ce genre de messages qui nous donnent une idée sur la dynamique du marché à venir, en tout cas à moyen terme et même à long terme. Alors, j'ai une autre question que je voudrais adresser à Yacouba. Alors, c'est une question qui vient d'Arsène Zono, qui nous parle c'est une question qui porte surtout sur la préparation des projets, l'importance de la préparation des projets, parce que d'après lui, la plupart des avenants sur les contrats par rapport au chiffre coût, etc., viennent justement du fait qu'il y a une mauvaise étude en amont qui a été faite peut-être par l'État ou par les promoteurs du projet. Est-ce que c'est une remarque qui vous parle? Est-ce que vous pensez cette vision des choses ou est-ce que vous pensez que le problème est ailleurs? Non, je suis d'accord avec l'intervenant. Hein. En fait, effectivement, lorsque le projet a des imperfections au départ, à un moment ou à un autre, il faudra faire un avenant ou il faudra faire des réajustements pour rattraper ce qui n'a pas été fait au départ. Ça va entraîner des coûts supplémentaires qui souvent sont pris en charge par l'État, ou bien ça peut conduire à une perte d'argent pour les investisseurs. Donc, effectivement, les études, c'est très important pour en fait, dessiner une infrastructure qui est adaptée aux besoins. Parce que quand on fait l'infrastructure, c'est pour répondre à un besoin. Et les études ont pour rôle d'apporter cette adéquation-là entre le besoin et l'infrastructure. Il faut, par exemple, moi, je donne un exemple banal comme ça. Dans une vie antérieure, je travaillais dans une banque et il était question de financer une compagnie aérienne. Alors, quelqu'un avait dit, mais pourquoi ne pas financer 10 avions pour cette compagnie aérienne, alors que la demande de la compagnie était de 2 avions. Parce que quand vous avez 2 avions, en fait, vous avez toute la logistique qui va avec. Vous avez les ressources humaines, vous avez peut-être la plateforme aéroportuaire et tout ça. Mais si vous en prenez 10 ou 40, ce n'est plus les mêmes problématiques. Donc, ce sont les études qui vous permettent de connaître, par exemple, la taille de l'infrastructure et son exploitation sur une certaine durée, parce que si c'est sous forme de concession, il faut négocier la durée de la concession avec l'État et la négociation sur la durée va impliquer l'usage qui sera fait, va anticiper aussi sur, par exemple, l'augmentation démographique dans une ville donnée. Et tout cela contribue dans les études à vraiment clarifier le besoin et à déterminer la taille de l'infrastructure et son coût. Alors, ça évite plus tard d'avoir à faire des avenants. Mais je ne dis pas que quand on a fait de bonnes études, on ne fait plus d'avenants plus tard. On peut faire des avenants pour raison. Par exemple, il se peut qu'au niveau de l'État, il y ait un certain nombre de changements qui nécessitent qu'on fasse un avenant à un contrat pour le mettre à jour, parce que l'intérêt général exige qu'on fasse une adaptation, mais tout en tenant compte des intérêts du privé. Oui, alors ça répond surtout à la première partie du commentaire de notre cher auditeur, justement, qui posait la question sur les mécanismes qu'il faut mettre en place. Je pense que ça correspond aussi à la réponse qu'on peut lui apporter. Alors, M. Baokin Dong, un de nos auditeurs, nous pose la question suivante. Elle est adressée à Estoa, à Charles-Henri, du coup. Comment vous travaillez concrètement avec les sponsors pour mettre en œuvre un PPP? Qui prend l'initiative? Comment partagez-vous les risques? Voilà, rapidement. Je pense qu'on a beaucoup discuté de ça d'ailleurs, hein, déjà. Voilà. Mais Charles-Henri, rapidement, peut-être pour répondre à cette question de façon très, très succincte. Oui, bien sûr. Généralement, c'est le sponsor qui vient nous chercher. C'est-à-dire que c'est un sponsor qui a eu vent d'un projet, d'un appel d'offres, par exemple, et qui, donc, pour monter son tour de table, vient nous chercher. Et donc, nous, on discute avec lui, notamment donc, de l'équilibre des risques et des rentabilités. Parce que nous, il faut bien voir que STOA, fonds d'investissement, nous
tirons des profits que sur notre investissement, sur la rentabilité de notre investissement. Un sponsor peut avoir d'autres intérêts. Il peut être constructeur, par exemple, il peut être opérateur, et donc il va gagner de l'argent sur la construction, il va gagner de l'argent sur toute la durée de vie du projet en faisant l'opération et la maintenance du projet. Donc, il faut que les équilibres soient bien assurés entre nous. Et donc, il y a des négociations qui se font pour être sûr que le constructeur ne va pas gagner, qu'il n'y a pas des coûts cachés, qu'il n'y a pas des gains cachés. Voilà. Donc, il faut qu'on ait une grande confiance, qu'on discute. Alors, on discute en effet de manière très approfondie et avec les sponsors, comme on discute de manière très approfondie avec les États. Mais il faut en effet qu'on soit aligné au départ avec les sponsors. Donc ça, c'est une grande partie de la négociation. Très bien. Alors, Yacouba, rapidement, une question que je ne voudrais pas laisser partir, enfin, c'est quand même la toute dernière. C'est celle de Patrick Magnon qui parle de quel type de clause dans le contrat pourrait rassurer les financiers et les investisseurs à se sentir en sécurité pour investir. Alors, c'est une énorme question qui nécessitera à elle tout seul tout un débat, mais je vous laisse nous donner quelques éléments. Donc, si on parle du contrat, à Houda. Du contrat entre l'État, disons, entre l'État, mais la puissance publique et le privé, si l'État met une clause disant qu'il garantit un certain nombre de les paiements, par exemple, ou bien si l'État dit qu'il subventionne on va dire les revenus, au cas où les revenus générés par l'exploitation ne sont pas suffisants, par exemple, ce genre de clauses sont très attractives pour les investisseurs. Notre ami Charles pourra continuer. Si vous avez une clause comme ça dans un contrat, c'est clair que ça va attirer les investisseurs. Mais l'État n'est pas toujours en capacité de le faire. Je peux prendre le cas du 3e pont à Abidjan. Il y a une clause comme ça par laquelle l'État s'engage à compléter les revenus générés par le péage au cas où. Et ça, c'est au cas où. Donc, c'est l'exploitation qui détermine le niveau de subvention de l'État. On n'a pas déterminé le niveau au départ. S'il manque peut-être 50 millions, l'État ajoutera 50 millions. Mais si l'exploitation est équilibrée, l'État n'a pas de subvention. Oui. En tout cas, merci beaucoup. C'était important qu'on finisse sur cette note rassurante, j'ai envie de dire, pour les privés et les investisseurs, pour montrer justement qu'il y a un compte de ces éléments-là. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, messieurs. Merci beaucoup, Charles-Henri. Merci à tout le monde et surtout à nos intervenants. Iskander, merci, évidemment. Je vais peut-être passer rapidement la parole à Houda, justement pour nous servir de clôture à ce panel qui est extrêmement riche, sur lequel on est parti sur plein d'enjeux importants liés au financement des infrastructures du transport. En tout cas, merci beaucoup à vous, messieurs. Houda, je te laisse la parole. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie également tous nos chers panélistes pour la qualité des débats et des échanges. Voilà, c'était la dernière de cette série FAI Live qui a traité des sujets importants pour le développement de ce secteur stratégique et qui ont suscité des débats enrichissants avec une ambiance maintenue jusqu'à la fin. Je remercie également les participants de nous avoir suivis depuis le début et d'avoir participé activement à travers leur interaction, leurs questions. Je remercie nos partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de cette série Forum africain des infrastructures live. On vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle série dédiée au secteur des infrastructures de transport, riche en échanges et en débats prospectifs. Je vous invite à rester connectés sur la page officielle LinkedIn de e-conférence pour découvrir l'agenda de nos prochaines éditions. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Merci à tous. Allez, au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.